vais parler lutte contre le marché parallèle et loi de finances 2023. Je vais partir d'un constat simple, le marché informel, une schématisation de ce marché informel. C'est une étude faite par des chercheurs en collaboration avec le Forum économique et social sur les marchands de la rue d'Espagne, Nage España, le temple du marché parallèle à Tunis. Donc, l'étude est partie de ces jeunes qui sont installés sur ce marché-là, des jeunes issus des régions de l'intérieur comme Jelma et Sbiba. On va comprendre pourquoi je précise Jelma et Sbiba, précision importante, qui ont déserté les bancs de l'école. C'est des gens qui ont quitté l'école très tôt, qui ont refusé de travailler dans l'agriculture parce que l'agriculture, c'est un travail très difficile et aux revenus instables. Et donc, l'abandon de l'école, c'est le nœud de la guerre, c'est le déclencheur de ce marché parallèle. Et on va voir comment et pourquoi. Bien sûr, en l'absence de l'État, avec sa démission de son rôle économique et social, qui a pris la relève? Ce sont les liens de parenté, la généalogie tribale deviennent les seuls générateurs de cette intégration sociale, c'est-à-dire les familles, l'aqrab, ils reprennent le dessus par rapport à l'absence de l'État pour justement garantir un avenir pour ces jeunes qui ont quitté l'école très tôt. Donc la solution la plus simple, c'est de partir dans ce marché informel et de s'installer rapidement pour gagner sa vie. Bien sûr, le contrôle de ce marché est fait par des personnes justement, beaucoup qui sont originaires de Sbiba, de Qasrine. Allez, Sbiba, Qasrine, parce qu'il y a aussi un circuit d'approvisionnement de ce marché parallèle à travers le flux transfrontalier entre l'Algérie et la Tunisie. Beaucoup de marchandises transitent par cette région et donc ces jeunes-là maîtrisent ce flux de marchandises, d'où la maîtrise aussi des postes, si je peux employer le terme, des postes de gens sur le marché de rue d'Espagne. D'ailleurs, les jeunes qui souhaiteraient s'installer, si vous n'êtes pas de la région, ça sera très difficile pour vous, au risque d'être agressé carrément, de s'installer à côté de ces jeunes originaires de Sbiba et de Jelma. Et donc, on a fait une étude par rapport aussi à ces jeunes-là, comment ces jeunes perçoivent l'État. Il faut comprendre que 80% de ces jeunes n'ont ni compte bancaire ni compte postal. 80% ما يعرفوش بنك ما عمره محل compte bancaire. 90% n'ont pas de carnet de soins, ils ne se font pas soigner, ils se soignent chez le pharmacien du coin, il lui dit voilà j'ai de la fièvre, j'ai besoin de médicaments, donc c'est comme ça qu'ils se soignent. Et puis 89% n'ont jamais voté, ils ne connaissent pas la politique, ils ne votent pas, ils ne voient pas en quoi ça va améliorer leurs conditions. Et puis 100% n'appartiennent pas à une association ou à un parti politique, et c'est quand même c'est des chiffres très alarmants. Donc la relation, on a dit ça, la relation avec l'État est problématique, voire inexistante. Inégalité dans la répartition des revenus et des richesses, et important exode rural, une pauvreté et un sous-emploi structurel. Donc, il faut savoir que dans cette étude, il y a une difficulté d'appréhension de ce marché parce que c'était difficile d'aller vers ces jeunes et de les questionner. C'est-à-dire, on ne pouvait pas utiliser un stylo et un crayon et aller demander à ces jeunes qui sont installés et qui ont très peur de la police, de l'environnement externe, et de leur demander des questions. Donc l'étude était faite sur des entretiens non enregistrés. Il y a eu une approche amicale, il fallait s'approcher de ces jeunes, avoir leur confiance et leur demander doucement comment les circuits sont organisés, ainsi de suite. Il faut savoir aussi que ces jeunes ont besoin aussi de cacher
leur circuit parce qu'ils ont peur aussi d'avoir de la concurrence au niveau des partis qu'ils contrôlent. Donc, beaucoup considèrent que ce marché parallèle, ce marché informel, c'est une revanche des pauvres contre un système libéral qui les a exclus. C'est une revanche. Ils le font aussi par revanche par rapport à la société. C'est leur droit de ne pas être dans un cadre légal et c'est comme ça qu'ils perçoivent la chose. Malheureusement, une étude, des chercheurs comme Di Soto, qui a c'est un chercheur péruvien, il a fait des simulations par rapport à la possibilité de création d'entreprises fictives pour ces jeunes-là. C'est-à-dire comment ces jeunes pourraient réussir si jamais ils intégraient un marché organisé. Alors l'étude a donné que pour un jeune, il fallait 18 mois pour démarrer une petite entreprise. Non pas pour la constituer, mais pour commencer à avoir un bénéfice. 26 mois pour exploiter une ligne de microbus, 80 mois pour obtenir un permis de construction et 17 ans pour sortir de ce cadre illégal, c'est-à-dire de ne plus être un vendeur ambulant et d'avoir une boutique où il pourrait vendre ses marchandises. Bien sûr, le constat est très simple. L'être humain, il est rationnel. Lorsque face à ce délai très important, un jeune à qui on va donner un petit carton et de la marchandise et on lui dit « Allez, vous pouvez commencer dès maintenant à gagner de l'argent ». Est-ce qu'il va, à votre avis, essayer de créer une entreprise pour avoir un bénéfice après 18 mois ou une année ou deux ou 17 ans? Non, bien sûr, le micro-entrepreneur, il est rationnel. Il va vite aller vers ce marché parallèle qui est beaucoup plus rapide à lui faire gagner de l'argent et gagner sa vie. Donc, il y a aussi un problème soulevé par les chercheurs, c'est l'absence de l'accès aux droits de propriété. Ces jeunes n'ont jamais accès aux droits de propriété et par conséquent, ils ne peuvent pas prétendre à un crédit bancaire. Comment on va créer une entreprise sans crédit bancaire? Les banques, on donne un crédit lorsqu'il y a une garantie réelle. Ça, tout le monde le sait. Malheureusement, lorsqu'on n'a pas de propriété, on ne peut pas avoir un crédit bancaire et donc c'est difficile de s'installer pour son propre compte dans un cadre organisé. Donc on va présenter les différents types du marché informel. Le premier type, c'est le commerce transfrontalier de contrebande. C'est la différence de prix entre les pays, entre l'Algérie et la Tunisie, entre la Libye et la Tunisie. C'est 10 milliards de dinars de pertes, de mouvements en flux financiers. C'est d'abord le tabac, le textile, le pétrole et l'électroménager. Bien sûr, les contribuables fiscalement, malheureusement, il n'y a pas de croisement entre ce marché parallèle et le marché organisé, chose que l'État n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, on essaie toujours de taper sur les doigts des sociétés pour ne pas dépenser en espèces, alors que le marché informel, il ne se croise pas avec le marché organisé. Tout le flux, il est fait d'une manière informelle, de l'approvisionnement jusqu'à la vente. Il y a eu des tentatives pour créer des zones franches, pour résoudre le problème. Bien sûr, c'est un leurre, les zones franches. On sait très bien, les zones franches, c'est des zones contrôlées. C'est-à-dire, on peut acheter 2 paquets de cigarettes. Après, lorsqu'on sort de cette zone franche, on sera contrôlé. Donc, dire que créer une zone franche à Bangarden va résoudre le problème, ça m'étonnerait. Le deuxième type de marché informel, ce sont les activités qui sont exercées dans les locaux repérables par le fisc. C'est-à-dire, ce sont des gens organisés qui ont une patente, mais qui ne déclarent pas beaucoup, qui ne déclarent rien du tout, qui paient à peu près 100 dinars par an pour l'État. Et c'est alors que le décret, par exemple, de 2022-802 a prévu d'orienter certaines activités du régime forfaitaire vers le régime réel.
Franchement, moi, quand j'ai vu la liste des activités, j'étais étonné de voir que certaines activités étaient sous régime forfaitaire. On parle de fabrication du béton, de découpage de marbre, de menuiserie aluminium, de commerce de voitures d'occasion, de kiosques de carburant, d'agences de publicité. Toutes ces activités, ils étaient sous le régime forfaitaire, alors qu'ils drainaient beaucoup d'argent et ils peuvent être déclarés en régime réel. Ils paieraient beaucoup plus d'impôts que le minimum qu'ils payent actuellement. Et puis après, on trouve les commerçants ambulants, les marchés hebdomadaires du coin, c'est-à-dire dans beaucoup de patelins à l'intérieur du pays. Nahar Souk, c'est le temple du marché parallèle. La marchandise, elle vient du marché parallèle, les gens achètent en espèces, culturellement, c'est très important d'avoir ce commerce ambulant du marché hebdomadaire. Personne ne dit rien parce que les gens ont pris l'habitude de faire leur approvisionnement auprès de ces marchés. On a aussi le secteur du bâtiment. C'est bizarre aussi le secteur du bâtiment qui devrait être un marché très organisé, mais malheureusement il y a beaucoup de corps de métier qui appartiennent au marché parallèle. Il y a la moissonnerie, la peinture, ainsi de suite. Il y a beaucoup de secteurs qui n'arrivent pas à intégrer ce marché organisé. Il y a aussi les activités qui sont exercées à domicile, la pâtisserie, Madame Flaine, Madame Faltena, qui travaillent à la maison et bien sûr tout se fait en noir. Il y a aussi l'artisanat et aussi les cours particuliers. Beaucoup d'instituteurs et de professeurs font des cours particuliers qui ne sont pas déclarés. Bien sûr, ces cours se font à domicile. Il y a aussi une autre catégorie qu'on appelle les fugitifs. Alors là, les fugitifs, c'est de l'informel qui s'exerce dans des activités de service, les petites réparations à la maison, le plombier, l'électricien. Alors, Rasmelo, téléphone, Vespa, et le mec, il est dans la nature, et il est payé en espèces, bien sûr. Il est insaisissable, c'est pour ça qu'on l'appelle le fugitif. Il est insaisissable et personne ne peut le contraindre à payer ses impôts. Bien sûr, tous ces corps de métier, toutes ces activités, la loi de finances a essayé de les ramener vers le marché organisé, moyennant le régime de l'auto-entrepreneur. Le régime de l'auto-entrepreneur, c'est un régime qui a été instauré pour payer un impôt forfaitaire de 200 dinars par an lorsqu'on est dans des zones communales, ou à 100 dinars lorsqu'on est en dehors des zones communales. Bien sûr, il y a des conditions pour ça. Il faut faire un chiffre d'affaires qui n'est pas supérieur à 75 000 dinars par an. Et il faut aussi travailler dans des secteurs industriels, de l'artisanat, le commerce ou les services, autres que les professions non commerciales. Et bien sûr, il ne faut pas que la personne ait un historique. Il a travaillé avec son ancien patron, c'est-à-dire il sort de l'entreprise dans laquelle il travaille et il crée un régime auto-entrepreneur pour leur facturer après. Ça, c'est pas possible. Donc, toutes ces activités, pour la loi de finances, c'est possible de les ramener vers ce marché. Est-ce que ces activités, est-ce que les personnes qui sont devenues culturellement ne peuvent plus payer l'impôt, ça devient culturel. Hein. Il va vous dire, oh, je vais payer 200 dinars, mais tout le monde va essayer de me contrôler. En plus, le régime de l'auto-entrepreneur, ça ne dure pas plus que 7 ans. Donc, moi, je suis très perplexe à ce genre de solution parce que c'est devenu culturel, malheureusement, de ne pas payer ses impôts. Les 7e et les 8e types de marché parallèles, c'est le télétravail des cadres qualifiés, un nouveau type de marché parallèle. Beaucoup de cadres qualifiés font du télétravail avec des entreprises à l'étranger et beaucoup travaillent dans le développement informatique à distance. Et enfin, le logement informel et la location non déclarée. Selon l'apport de l'économiste Intelligence Unit, l'économie informelle représente 35,5% du PIB de la Tunisie, soit 1 million de personnes qui travaillent dans le marché informel et 32% de la population active
et 30% des produits consommés en Tunisie sont issus de cette économie informelle. La loi de finances aussi, dans son article 60, a prévu que le paiement en espèces qui dépasse 5 000 dinars est soumis à une pénalité de 20% et avec un minimum de 2 000 dinars. Et la non-déductibilité des charges et des amortissements des biens achetés et la non-déductibilité de la TVA sur ces biens. Pour conclure, moi, je l'ai toujours dit, le problème, ce n'est pas la fiscalité. Le problème du marché parallèle, c'est le cash. L'honneur de la guerre, c'est le cash. La monnaie fiduciaire qui a explosé de 5 milliards de dinars en 2010 à 18 milliards de dinars actuellement, c'est le problème important de la Tunisie. C'est ce qui laisse que les gens ne sont pas contrôlables. Il faut, à mon avis, responsabiliser les banques, réduire les commissions et les frais bancaires, surtout pour les bas salaires, pour les ramener vers le système bancaire, généraliser l'utilisation des TPE. L'utilisation de TPE en Tunisie est très réduite. Il y a des commissions très importantes sur les paiements en TPE, ça peut atteindre 4%. C'est parfois beaucoup plus que la marge du commerçant ou de l'industriel. Et bien sûr, rendre les cartes de paiement gratuites, développer les nouveaux moyens de paiement. Ça s'est fait en Afrique, pourquoi pas en Tunisie. Laisser les gens qui n'ont pas de TPE de pouvoir payer en utilisant des téléphones portables, par exemple. Voilà, je vous remercie.